Merci beaucoup, chère Estelle, pour ces mots d'accueil trop élogieux et très aimables en tout cas. C'est moi qui suis absolument ravie de venir. Merci pour ton invitation. Merci à Nathalie également pour son invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir parler autant que possible du Brexit, qui est une affaire effectivement qui m'occupe depuis le début, même avant évidemment le référendum. Je suis la question de très près, et puis c'est devenu, on en parlait un petit peu en déjeunant ensemble, une occupation, malheureusement pas à plein temps parce que les obligations universitaires ne le permettent pas, mais qui pourrait l'être, tellement la production de textes, de rapports, de réflexions et la production doctrinale sont importants. Évidemment, surtout du point de vue britannique, les Français s'y intéressent finalement assez modérément. Enfin, nous avons un collègue de l'Université de Saint-Étienne qui a monté un observatoire du Brexit et qui est une source très précieuse d'informations. Je vous avais d'ailleurs mis la source. Ça ne marche pas avec les flèches, le PowerPoint. Le clavier là n'a pas l'air de fonctionner. Ou alors avec ça? Non. Ça ne fonctionne pas en tout cas. Donc, je vais prendre ce temps juste pour vous expliquer les choses, enfin la manière dont j'ai conçu les choses. Ce PowerPoint va vraiment être en appui des discussions qu'on va pouvoir avoir ensemble. Je n'ai pas conçu en effet mon propos, comme une leçon, comme une communication ou une conférence classique, mais plutôt comme, on peut le laisser comme ça, hein, si ça convient, si c'est plus facile. Ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça. Donc ce que je vais vous proposer, c'est, voilà, donc il y a le site Brexit Hypothèse, qui est le site du laboratoire du Brexit. Mes propos vont peut-être être un peu décousus. En fait, je ne sais pas exactement quel est votre état des connaissances. Donc, ce que j'avais l'intention de faire, à partir d'un PowerPoint que j'avais déjà conçu pour autre chose, donc qui va être à moitié en anglais, à moitié en français, je m'en excuse parce que je n'ai pas eu le temps de tout reprendre, c'est voilà, de faire un état des lieux général depuis le commencement. Et puis, quand vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez et on détaille. Ou au contraire, si c'est des choses que vous connaissez par cœur, on avance jusqu'au bout et jusqu'au vote d'hier. Puisque l'idée est de vous faire bénéficier des heures que je passe devant les débats parlementaires et dans la lecture des rapports et de la doctrine, pour que vous puissiez comprendre éventuellement ce que vous n'avez pas compris ou avoir la connaissance de ce que vous n'avez pas le temps de suivre parce que vous avez par ailleurs une thèse à faire, pour la plupart d'entre vous. Donc c'est un peu comme ça que j'ai conçu les choses. Du coup, ça va être peut-être un peu décousu, mais n'hésitez pas une seule seconde à m'interrompre, à lever la main, et on s'arrête pour parler de tout cela. Alors, le petit récapitulatif des années précédant l'adhésion et autour de l'adhésion me semblait essentiel. C'est des choses a priori très très connues. Mais rappelons-nous que, évidemment, le Royaume-Uni n'est pas rentré immédiatement dans la construction européenne telle qu'elle s'est conçue dès l'origine, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne l'a pas voulu et qu'il a essayé, par la création d'organisations, on va dire, enfin en particulier d'une organisation concurrente, de faire les choses autrement. Que de participer à cette Europe qui était un ensemble considéré comme un ami, mais pas fait pour le Royaume-Uni, comme l'avait très bien exprimé Churchill dans un discours très, très connu. Comme vous le savez donc déjà très certainement, cette particularité de ce temps de l'histoire s'est suivie d'une autre particularité qui a été de vouloir entrer, parce que l'organisation concurrente n'était pas aussi efficace et aussi prometteuse de succès économique que ne l'a été la construction européenne dans ses débuts. Et l'autre caractère inédit, c'est que le Royaume-Uni, quand il a voulu rentrer dans l'Union européenne, enfin dans les communautés européennes à l'époque, évidemment, comme vous le savez certainement, en a été empêché parce que, en particulier, la France et le général de Gaulle en particulier a opposé un refus à 2 reprises à la candidature du Royaume-Uni, qui a fini par rentrer en 1972. Et alors, première étape, donc très importante, et c'est pour ça que je pensais quand même utile, quand bien même ces choses-là doivent être connues, j'imagine, de revenir quand même là-dessus.
Parce qu'en 1972, il y a la décision d'adhérer, donc il y a un acte d'adhésion. Et comme vous le savez, en application de la doctrine dualiste qui s'applique au Royaume-Uni, l'adhésion à une organisation internationale ne suffit pas et il faut qu'il y ait une traduction dans le droit national par un acte de droit interne, une loi qu'on appelle acte en anglais, et qui vient reprendre le texte international pour qu'il puisse s'appliquer en droit interne. Et cet acte qui a été adopté de 1972, le European Communities Act, est essentiel parce qu'il a constitué la base véritablement de la possibilité pour le Royaume-Uni d'être un État membre de l'Union européenne. Donc il y a deux instruments juridiques, l'acte d'adhésion en tant que tel et l'instrument d'incorporation en droit interne qui est le European Communities Act de 1972 et l'entrée effective s'est faite au 1er janvier 1973. Cet acte, j'en parle parce qu'il est essentiel aussi dans les débats d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. C'est depuis évidemment plusieurs semaines, plusieurs mois, mais plus on avance dans le temps, on va y revenir à cette période qui s'écoule par rapport à la date envisagée pour le retrait qui est conditionné par la notification de l'intention de se retirer en application de l'article 50 sur lequel on va revenir. Donc ce fameux 29 mars, date à laquelle j'organise un colloque à Versailles sur le Brexit. Plus on approche dans l'état d'impréparation dans lequel on est toujours et de suspense dans lequel on est toujours, plus cela est compliqué du point de vue du droit interne, parce que ce European Communities Act, il faut l'abroger, et il faut l'abroger par une autre loi, qui est la loi de retrait de l'Union européenne, et qui est un acte qui, comme toute loi parlementaire, doit être adopté dans chaque chambre, donc il y a une navette, ce qui prend un temps incompressible, et ce qui fait que plus on approche de la date fatidique fixée par à la fois le droit de l'Union et le droit interne dans un autre acte qui a été adopté en 2017, dès 2017, pour prévoir le retrait, ben plus on approche, moins c'est réalisable. C'est pour ça que je voulais commencer par le commencement et par cette ECA de 1972, parce que c'est la base juridique en droit interne essentielle sur laquelle il faut nécessairement revenir. Alors cette ECA, il a été modifié à plusieurs reprises, pour être actualisé aussi au fur et à mesure de la construction européenne. Et la dernière modification date de 2011, le European Union Act, qui a modifié un certain nombre de choses, notamment au regard de l'évolution telle qu'elle se déroule de la construction européenne. Mais donc l'ECA essentiel 1972, parce qu'encore une fois, cet acte est en jeu aujourd'hui. Quelques années à peine après l'entrée effective dans l'Union européenne, un premier référendum a eu lieu, assez équivalent à celui qui s'est tenu en 2016. En 1975, on a demandé au peuple britannique de savoir s'il voulait rester dans les communautés européennes. Ça faisait 2 ans qu'il y était, et dès 1975, la question s'est posée. Alors elle s'est posée un peu pour les mêmes raisons, pas tout à fait, mais il y a des raisons communes qui ne sont pas les raisons liées à l'immigration, liées à la concurrence, au droit de la concurrence, liées à la perte de souveraineté. Évidemment, 2 ans après l'entrée, c'était pas ça. Mais c'était déjà les tensions internes, et ça, c'est pour ça aussi que je souhaitais recommencer depuis le commencement pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les tensions internes existant dans les 2 partis politiques majoritaires, le Parti travailliste et le Parti conservateur, qui existaient déjà à l'époque. C'est-à-dire l'absence d'unité ou d'uniformité dans l'appréhension de cette question d'appartenir à une organisation d'un type particulier sur le plan international qui étaient les communautés européennes à l'époque, eh bien, se pose dès cette époque-là, dès même l'adhésion et les dissensions internes, les divisions internes, aussi bien au sein du Parti travailliste que du Parti conservateur, se font jour aussi à ce moment-là. En 1975, ce référendum, petite parenthèse, le référendum pour comprendre aussi l'impact aujourd'hui du référendum de 2016,
L'outil référendaire au Royaume-Uni n'est pas du tout un outil naturel. C'est même quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit, du principe de la souveraineté parlementaire. Le Parlement britannique, maire de tous les parlements, comme vous l'avez certainement appris en droit constitutionnel. Le référendum, on ne consulte pas normalement le peuple comme cela, par la voie référendaire. Ce n'est pas du tout un outil classique de droit britannique. Si bien que le fait qu'il ait été utilisé à 2 reprises, au total, dans l'histoire du Royaume-Uni, il a dû être utilisé à une dizaine de reprises, seulement, pas plus. Et le fait qu'il ait été utilisé à 2 reprises pour l'Union européenne est un indice de quelque chose qui est inhabituel là aussi, qui est inédit aussi. Le Premier ministre de l'époque, lorsqu'il a provoqué ce référendum en 1975, avait indiqué de manière explicite que le référendum aurait un caractère contraignant. Ce que, en soi, il ne peut pas avoir en droit constitutionnel britannique. Le référendum est une consultation populaire, mais qui n'a pas de caractère contraignant, qui ne va pas lier le Parlement qui est souverain. Le Parlement ne peut pas être lié. Il ne peut pas être lié par ses successeurs, par ses prédécesseurs. Le Parlement peut modifier la législation à sa guise, et certainement pas sous l'emprise d'une décision populaire directe. Le fait que le Premier ministre l'ait indiqué montrait l'importance de ce scrutin, le caractère là aussi très très particulier de cette consultation, un enjeu qui n'est pas un enjeu de pur droit interne, et donc c'était assez justifié d'une certaine manière politiquement qu'il puisse y avoir cette précaution de départ, de dire attention, vous allez vous prononcer et on va vous suivre. Ce qui n'est pas le cas du référendum de 2016. Il n'y a pas eu ce type de précision-là. Cette précision aurait pu être utile, parce que les dissensions que vous avez peut-être aperçues, enfin que vous suivez, je ne sais pas dans quelle mesure vous les suivez, ces discussions parlementaires, sont difficiles à comprendre du point de vue de l'extérieur, quand on est hors Royaume-Uni. C'est-à-dire elles sont difficiles à comprendre parce que les parlementaires sont tiraillés entre la volonté de respecter le souhait populaire qui s'est exprimé dans le résultat référendaire, avec un résultat qui est par ailleurs très très serré, et leurs éventuelles propres sensibilités, sachant qu'à la Chambre des communes, il y a plutôt une majorité qui est plutôt pro-européenne dans les sensibilités individuelles. Et donc il y a cette espèce de tension qui est assez malsaine d'une certaine manière, parce qu'elle n'a pas été contrainte par le droit de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça qu'on arrive encore à des votes tellement serrés à la Chambre des communes depuis plusieurs semaines. La Chambre des Lords est à voir à part. La Chambre des Lords est ultra-européenne, extrêmement européenne, mais dans ce processus tel qu'il se déroule là actuellement sur le caractère décisionnel des votes qui sont adoptés en ce moment, enfin là aussi il y aurait à dire, la Chambre des Lords n'est pas impliquée. Elle travaille beaucoup sur la question du Brexit, mais sur tous les actes qui doivent être adoptés, sur le fond des actes qui doivent être adoptés pour, en cas d'accord, en cas de non-accord, en cas de transition, ce qu'il faut mettre en place comme instrument. Donc ce point de départ est important. À 67%, les Britanniques se prononcent pour rester dans les communautés européennes, pas de problème. Bon, on a ce petit épisode-là, novembre 79, et tous les épisodes qui vont suivre de la volonté du Royaume-Uni d'être un peu le trublion de l'Union européenne, comme on l'a appelé, en demandant des opt-out sur plusieurs avancées successives des traités, avec donc une situation, on ne peut pas dire le contraire, un petit peu à part pour cet État membre par rapport à d'autres États membres. L'autre période importante, c'est la période qui va se dérouler à partir de 2010 et jusqu'au référendum de 2016. En 2010, David Cameron est élu pour la première fois aux élections législatives, on appelle ça les élections générales au Royaume-Uni. Et il est élu, mais il se voit concurrencé, ou il sent la concurrence d'un parti qui est le UKIP, un parti tout à fait europhobe, qui a été créé, je vous ai mis la date de création 1993,
avec un objectif bien défini, tout à fait principal, sortir de l'Union européenne, retrouver la souveraineté du Royaume-Uni et donc quitter l'Union européenne. Et le UKIP, alors quand bien même dans certains scrutins n'ait pas eu un succès foudroyant, a quand même provoqué une tension interne du côté surtout du Parti conservateur et qui a fait peur à David Cameron. Et David Cameron a voulu contrebalancer cette montée en puissance du UKIP en donnant des gages en quelque sorte à l'électorat et en disant qu'il allait faire un bilan en fait de ce qui pouvait poser problème de l'appartenance du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et en 2012, il s'est engagé à ce qu'il y ait ce Balance of Competences Review qui soit organisé pour faire une espèce d'audit de la situation du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et ce qui pose problème, ce qui ne pose pas de problème. Et à cette occasion-là, en fin de mandat, se préparant aux élections à venir de 2015, il s'est engagé à organiser un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne s'il était réélu. Donc il a soumis la nouvelle élection générale et son succès éventuel à l'organisation d'un référendum en disant voilà, il y a un certain nombre d'électeurs qui vont regarder du côté du UKIP, voilà, si vous voulez vous prononcer, je m'engage à le faire. En n'y croyant pas une seule seconde, hein, au départ. Il a lancé ça presque comme un pari complètement fou, dont il va porter la responsabilité certainement pour plusieurs décennies. Mais il l'énonce lors d'un discours en 2013 et négocie à ce moment-là un accord avec l'Union européenne, scandaleux, qui s'appelle le New Settlement for the UK within the European Union, où l'Union européenne a voulu assurer le succès du référendum de 2016, au cas où, en donnant un certain nombre de gages au Royaume-Uni, en rognant un certain nombre de valeurs européennes dans son application uniforme à l'ensemble des États membres, en acceptant des dérogations supplémentaires, en acceptant des choses à la fois symboliques et très, très pratiques, sur les choses symboliques, sur les valeurs, sur l'union sans cesse plus étroite entre l'État membre, en le retirant éventuellement du préambule, en acceptant que le Royaume-Uni ne soit plus engagé, des dérogations sur la liberté de circulation des travailleurs, sur les droits sociaux, des choses absolument scandaleuses qui ont été acceptées par l'Union européenne. Et ça n'a pas suffi. Cet accord a été négocié, qui était mais vraiment l'accord rêvé pour le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà plein de dérogations. Avec cet accord, ils étaient les rois de l'Europe, si je peux m'exprimer ainsi, les rois de l'Union européenne dans leur approche de l'Union européenne. Et ça n'a pas suffi puisque le référendum de 2016, issu d'une campagne par ailleurs tout à fait mensongère, notamment avec ce trublion Boris Johnson, qui ensuite est devenu ministre des Affaires étrangères, comme vous le savez certainement, et qui a été la tête de proue de cette campagne, disant que l'argent qui était dévolu au budget de l'Union européenne de la part du Royaume-Uni irait au NHS, c'est-à-dire le système de santé britannique, ce qui était évidemment complètement fou. Je vais passer là-dessus pour ne pas prendre le temps, mais on arrive au référendum de 2016 et le résultat qui surprend tout le monde. Pour la petite anecdote, moi j'étais sur un plateau de télévision la veille du référendum. Le journaliste me dit, si on a une mauvaise nouvelle, on vous appelle à 7h. Et là, j'étais prêt quasiment à jurer sur la tête de mes enfants, non, vous ne me réveillerez pas demain matin à 6h du matin. Et si. Et donc, nous nous sommes tous réveillés en étant complètement sidérés, parce qu'en réalité, personne n'y croyait. Il y avait des petites craintes quand même dans les sondages qui circulaient les jours d'avant, mais personne n'y croyait. Et on arrive donc à 51,9% en faveur du Leave et 48,1% pour le Remain. Je vous ai mis les chiffres, parce que c'est très important aussi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qui concernent les différentes parties du Royaume-Uni, parce que là aussi, dans ce laboratoire qu'est l'article 50, c'est important de voir qu'on est dans un cas quand même tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'on aurait eu un autre type d'État membre, les choses ne se seraient pas nécessairement pas passées de la même manière.
parce que le système de devolution qu'on appelle, le système, on va dire, pour prendre un terme qui nous est plus concret, de décentralisation ou de déconcentration britannique, le système de dévolution est très élaboré depuis quelques années et montre des particularités tout à fait importantes entre les différentes parties du royaume. Et donc l'accent est mis là sur l'Écosse et l'Irlande du Nord qui ont voté, eux, de manière très très majoritaire pour le Remain, tandis que le Leave l'a emporté en Angleterre et dans le Pays de Galles, avec la particularité pour l'Angleterre de Londres et spécialement de la City dans Londres qui a voté presque à 60%. Particularité supplémentaire que vous avez peut-être suivie à l'occasion d'un contentieux devant la Cour de justice, les expatriés britanniques depuis plus de 15 ans n'ont pas eu le droit de se prononcer lors de ce référendum. Alors, je le précise parce que au début, ça n'a pas été trop dit, et puis après, ça a été dit, mais mal compris. Ce n'est pas une particularité qui a été réservée, un sort particulier qui a été réservé aux expatriés britanniques pour le référendum. C'est une règle générale qui s'applique également de droit électoral, qui s'applique également pour les élections législatives. Donc les expatriés depuis plus de 15 ans sont exclus de tous les scrutins généraux au Royaume-Uni. Et là, ça s'est appliqué au référendum. Alors là, pour moi, je trouve qu'il y a une très grande responsabilité de la part du Parlement britannique lorsque l'acte qui a préparé le référendum, l'acte préparatoire à l'organisation du référendum, n'a pas prévu une dérogation ou un article spécifique permettant de les faire rentrer dans la mesure où ils font partie des premiers intéressés par le résultat, et que ça semble complètement évident de le dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité là, du Parlement britannique que de ne pas l'avoir vu et de ne pas avoir intégré cette donnée-là. Pourquoi ? Parce que la différence de voix qui sépare le Remain du Leave correspond grosso modo à la louche, mais quand même, au nombre d'expatriés britanniques de plus de 15 ans. Et donc ça, c'est quand même assez gênant. La question va revenir sur la table, cette question de l'exclusion des expatriés britanniques. Or, si on les inclut, ça passera pour une manœuvre électorale de la part du camp du Remain, ça c'est sûr. Si on continue à les exclure, c'est complètement dingue, enfin ça continue à être complètement fou. Donc voilà, je mets dans un coin de votre tête parce que c'est une donnée importante. Donc David Cameron, évidemment, ne peut pas rester. Il est remplacé par sa ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui, alors j'en ai pas parlé, mais pendant la campagne, David Cameron, devant des dissensions, et alors on observe ça encore aujourd'hui, internes à son cabinet, avait laissé le choix, ce qui n'était pas obligatoire aussi de sa part, à ses ministres d'aller faire campagne pour le Leave ou pour le Remain. Certains ont décidé d'aller faire campagne pour le Leave, un nombre assez conséquent de ministres. Madame May avait décidé de rester en camp du Remain. Officiellement, elle y était. Alors, elle n'a pas été très très active. Elle ne s'est pas vraiment défoulée dans la campagne pour le Remain. Elle a été la plus discrète possible. Mais elle a joué la solidarité gouvernementale, ça on ne peut pas le lui reprocher. En revanche, c'était assez étonnant, une fois qu'elle devient Premier ministre, sans élection générale, ce qui non plus, là aussi, n'est pas l'état d'esprit du droit parlementaire britannique. Là, elle devient complètement la passionnariat du Brexit et de quitter l'Union européenne dans sa plus grande dimension possible. Bon, lui, j'imagine que vous le connaissez. Alors, le processus de l'article 50. Là, c'est l'article 50, en anglais, mais j'imagine que vous lisez l'anglais. Alors, juste, on revient très très rapidement sur chacun des paragraphes, vraiment rapidement pour comprendre certaines choses qui se passent aujourd'hui, et revenir sur ce qu'a dit Estelle Brosset tout à l'heure dans ses propos liminaires. Le fait que dans l'article 50, on aurait donc le retour des États dans l'Union, article tabou, article d'ailleurs rédigé par un Anglais, qui avait expliqué que voilà, c'était un garde-fou, mais que cet article 50, personne n'envisageait évidemment de l'appliquer. Et là, on a ce que tu disais tout à l'heure, c'est le premier paragraphe exprime très bien ce par quoi tu commençais, parce que on a vraiment dans cet article 50, et du coup le terme de laboratoire, je pense, est quand même toujours justifié, cette espèce de conjonction et d'imbrication
des exigences du droit de l'Union et des exigences des ordres constitutionnels internes. Et cet équilibre à trouver entre les deux et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos discussions actuelles et dans le processus tel qu'il est aujourd'hui en cours, c'est davantage des questions de droit constitutionnel qui se posent que des questions de droit de l'Union. Et le fait que l'État membre qui décide de se retirer, dès le premier paragraphe, il soit indiqué que ça doit se faire selon ses propres exigences constitutionnelles, voilà, est un point de départ important au regard en tout cas des propos liminaires. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif des étapes les plus importantes depuis 2017. Je n'ai évidemment pas tout mis, mais j'ai mis vraiment ce qui a été le plus important en 2017, 2018, 2019. Plusieurs grands discours prononcés par Madame May, qui essaye d'instaurer une volonté britannique très dure, ce que l'on a appelé le hard Brexit, qui s'opposerait au soft Brexit, mais tout ça est un peu contestable dans les termes, mais en tout cas une position assez intransigeante dans les termes, qui est quelque chose de très éloigné de la préparation des Britanniques par rapport au Brexit. L'impréparation était totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de préparé. Moi, je me souviens des premières auditions, avant même le référendum, devant les commissions parlementaires que je suivais, devant lesquelles David Cameron avait fini par accepter de se présenter. Il a refusé à plusieurs reprises, notamment de se présenter devant le European Union Select Committee. Mais tout simplement parce qu'il n'avait pas les dossiers suffisamment prêts pour y aller, il savait très bien. Et je me souviens d'une audition assez hallucinante devant la commission parlementaire qui rassemble les présidents de l'ensemble des commissions permanentes à la Chambre des Lords, où une question lui est posée sur des questions qui nous intéressent d'enseignement et de recherche et de budget pour la recherche par la présidente de la commission, et où il était complètement à sec, se tournant vers ses conseillers, ne sachant quoi répondre. En fait, rien n'était prévu, absolument rien n'était prévu. Et donc, il y a un contraste entre la ligne très dure dans les discours politiques de Theresa May à partir du moment où elle se sent investie de cette mission une fois devenue Premier ministre, et ce qui se passe dans les départements ministériels, avec un département créé spécialement pour le Brexit, Department of the European Union Exit, je ne sais plus comment c'est, il y a l'acronyme qui est connu, mais je ne sais plus dans quel ordre c'est dans les termes, qui est créé avec à sa tête un ministre, mais un ministre un peu fantoche, au départ David Davis, qui va les mains dans les poches aux réunions avec l'Union européenne, où il y a une fameuse photo qui a circulé où on voit M. Barnier et ses acolytes avec plein de dossiers, et puis lui il arrive. Il s'en est défendu ensuite en disant que tout était dans sa tête, et puis une fois qu'il a démissionné, il a dit qu'en fait non, il y avait non seulement rien sur la table, mais rien dans la tête, parce qu'il n'avait rien. Et ça, c'est vrai, il n'avait rien. C'est-à-dire les négociations, elles ont vraiment commencé du point de vue britannique avec les Européens il y a 6 mois, un peu avant l'accord finalement auquel ils sont arrivés en novembre. Mais c'est en réalité l'Union européenne qui a tout fait pour arriver à ce fameux accord. Donc, discours de Lancaster notamment, qui est le premier grand discours sur le Brexit de Theresa May, l'arrêt Miller de la Cour suprême, extrêmement important. La Cour suprême réunit pour la première fois de l'histoire de la Cour suprême, son histoire est encore assez récente après sa formation de House of Lords, elle s'est réunie en assemblée plénière pour la première fois de son existence pour rendre cet arrêt à l'initiative d'une chef d'entreprise britannique contestant la mainmise totale du gouvernement sur le processus du Brexit et la nécessité de faire intervenir le Parlement, qui était complètement nié par le gouvernement britannique et le Premier ministre en particulier, que le Parlement ait son mot à dire. L'arrêt Miller arrive à son terme finalement donc, devant la Cour suprême. La Cour suprême, avec ses juges qui sont dans les tabloïds britanniques qualifiés de « enemies of the people », parce qu'ils prennent la décision que le Parlement doit se prononcer. Le Parlement doit entrer dans le jeu des exigences constitutionnelles finalement du paragraphe 1 de l'article 50 pour avoir son mot à dire dans le processus. Et avec un autre élément important qui est la dévolution, j'y reviens, parce que les Écossais notamment voulaient avoir un mot dans le processus. Et là, une partie assez décevante de l'arrêt Miller qui dit que les administrations dévolues n'ont aucun mot à dire. Vous voulez intervenir ? Oui.
Alors, si la mention qui est faite au paragraphe 1 de l'article 50 par rapport aux exigences constitutionnelles dans l'État, si cette mention n'était pas expressément marquée dans l'article 50, est-ce que le résultat de l'arrêt Miller aurait été le même ? Je pense qu'il aurait pu être le même. L'arrêt Miller est un arrêt, on ne peut pas le cacher, extrêmement politique. Ça, il y a une vraie volonté de la part des juges de la Cour suprême de ne pas laisser la main mise au gouvernement sur ces affaires, alors même que du point de vue du droit constitutionnel, il était tout à fait défendable que le gouvernement garde la main totale sur des affaires de politique étrangère, et notamment de conclusion ou déconclusion, je ne sais pas comment le dire, en tout cas retrait, d'une organisation internationale. Du point de vue du droit constitutionnel britannique, ça n'aurait pas été contra legem de juger autrement de la part de la Cour suprême. Mais la Cour suprême a rendu tout de même un arrêt politique et au regard des enjeux tout de même pour le pays, et c'est ce qu'elle, je vous ai pointé juste cette expression fundamental change in the constitutional arrangements of the United Kingdom, en raison de l'impact de cette décision que produit le retrait sur la vie quotidienne de ce pays où le droit de l'Union s'est intégré depuis des dizaines d'années, il est nécessaire d'avoir une autorisation parlementaire. Donc, grand branle-bas de combat autour de cet arrêt, et puis finalement, très très simple, le Parlement donne avec la plus grande facilité, assez étonnant, l'accord dans cet acte de 2017 auquel je faisais référence il y a quelques minutes, le European Union Notification of Withdrawal Act de 2017. Pourquoi Notification of Withdrawal? C'est-à-dire permettant à la Première ministre de déclencher l'article 50, c'est-à-dire d'envoyer la lettre de notification exigée par l'article 50 dans un paragraphe ultérieur au Conseil européen de se retirer. Je reprécise bien l'intention de se retirer, puisque cette question-là va être discutée. Est-ce qu'une fois qu'on a envoyé la lettre, c'est définitif? Ça va être discuté dans l'arrêt Whitman que vous avez peut-être vu. Est-ce qu'une fois que la lettre est envoyée, l'État est obligé de se retirer? Le traité dit l'intention de se retirer. Moi, depuis le début, je soutenais, alors bon, bien sûr, je ne vais pas dire de manière militante, mais ça ne me fait pas plaisir que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, mais que l'intention de se retirer, ce n'est pas la décision de se retirer. Ça veut dire qu'on pouvait envisager dès le départ que l'intention de se retirer était révocable. On va certainement reparler ou échanger là-dessus, puisque les derniers développements laissent cette possibilité. Donc, en tout cas, l'autorisation est donnée extrêmement facilement après l'arrêt Miller pour faire cette intention de se retirer, donc fixée par le paragraphe 2 de l'article 50. Je vous ai mis le mot en gras et souligné l'intention. La notification a donc été faite le 29 mars 2017, donc on est presque un an après le référendum. Les Européens attendaient et demandaient au Royaume-Uni, vous allez l'envoyer votre lettre ou enfin on démarre et en fait le Royaume-Uni essayait de se préparer un tout petit peu, essayait vaguement de négocier avec d'autres États pour voir si il serait facile de négocier des accords commerciaux avec d'autres États avant de se retirer. Donc ils finissent par envoyer la lettre le 29 et donc lettre le 29, ça veut dire que 2 ans après, sauf prolongation des négociations, l'État se retire, qu'il y ait accord ou pas d'accord. Donc c'est pour ça que la date est importante de notification. Donc pour mémoire, l'arrêt Whitman, jugé par la Cour le 10 décembre 2018, qui pose la question de la révocation de cette intention de se retirer, de l'envoi de la lettre de notification, et où la Cour dit que oui, c'est possible, sans condition, mais à la seule condition que l'État le fasse de manière non équivoque et qu'il ait vraiment l'intention de révoquer, pas pour ensuite redéclencher une lettre de notification juste dans la suite. Donc la période des 2 ans prévue par le paragraphe 3, à moins, je vous ai souligné les points importants, à moins de la décision d'étendre la période de négociation, on va en reparler puisqu'il en est question en particulier de manière encore plus importante depuis hier. L'article 50, paragraphe 4, c'est qu'il n'y a pas de participation pour certaines discussions pour le Royaume-Uni.
Et donc on arrive à la négociation de l'accord, le fameux Withdrawal Agreement, sur lequel il y a une décision qui commence dès décembre 2017, la publication du projet en février et la signature en novembre, que Madame May essaye de faire accepter à son cabinet quelques jours après, qui lui vaut ensuite quelques jours après, en dépit de l'accord l'accord acquis à Chequers, la démission tonitruante de plusieurs de ses ministres, dont le ministre des Affaires étrangères, là, celui qui est toujours mal coiffé, et son ministre des Affaires européennes qui, lui, ne faisait rien. Donc ce n'était pas une grande perte pour le gouvernement, mais ça fait beaucoup de bruit dans les médias. Et donc cet accord, suivi de ces démissions, néanmoins est validé en cabinet, et donc n'a plus qu'à passer devant la Chambre. Sauf que devant la Chambre des communes, Theresa May commence à entendre le grabuge qui est possible. L'accord devait passer mi-décembre et, contre toute attente, elle reporte le vote. Elle le reporte en janvier, après les vacances de Noël. Alors ça provoque une tentative de la déstabiliser politiquement avec un vote de défiance qui n'est pas acquis à ceux qui portent ce vote de défiance, ce qui est aussi très très étonnant. Il faut comprendre qu'au sein du Parti conservateur, Theresa May est très isolée. Elle est très isolée parce qu'il y a des pro-Remain au sein du Parti conservateur, il y a des pro-Brexit, il y a un parti dans le parti qui est le ERG, qui est un groupe, on va dire, de conservateurs extrémistes, ou de, je ne sais pas comment les qualifier, c'est quand même très très à droite, le RG, qui a comme membre notamment ce fameux Boris Johnson, mais quelqu'un d'encore un peu plus dangereux qui est Jacob Rees-Mogg, une espèce d'aristocrate dans sa caricature. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, j'aurais dû vous mettre sa photo. Il faut l'entendre au moins une fois parler à la Chambre, parce que c'est quelque chose, ça vaut le détour. Qui par ailleurs, je le précise aussi, a placé quand même ses intérêts financiers à Dublin. On ne sait jamais, parce qu'on est pour le hard Brexit, mais quand même, il ne faut pas que ça atteigne le portefeuille personnel. Et donc ce groupe, dans le Parti conservateur, a essayé à plusieurs reprises de déstabiliser Theresa May, tout en ne voulant pas vraiment prendre sa place non plus. Donc ils lui ont mené une vie infernale, qu'elle mérite peut-être en partie, mais vraiment très très dure. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est assez isolée. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec cette fenêtre. Voilà, là, je la réduis, mais du coup, j'ai perdu le fil du PowerPoint. Donc Theresa May reporte le vote. Et le vote, finalement, arrive au 15 janvier avec un rejet. Un rejet par 432 voix contre 202, qui est une défaite historique, comme je vous le mets. Ça ne s'était pas passé depuis les années 1920 qu'un gouvernement subisse une telle défaite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Royaume-Uni, lorsqu'un gouvernement présente un projet de loi, ou un projet d'accord, quel que soit le type de texte, il a une assurance quasi à 100% que le projet va être adopté selon la discipline du parti qui s'applique. Et un gouvernement ne va pas déposer un texte dont il sait qu'il ne va pas avoir une approbation. Donc c'est très très rare qu'un projet de loi soit rejeté. Et là, c'était du jamais vu. Alors, on appelle ça le First Meaningful Vote parce qu'au cours du mois de décembre, je ne peux pas tout expliquer en une heure, mais au cours du mois de décembre, il y a des amendements parlementaires qui ont été proposés, notamment dans les rangs conservateurs les plus europhiles, et notamment par un député qui s'appelle Dominic Grieve, et qui a réussi par différentes, j'allais dire manipulations, mais c'est vraiment pas le bon terme, mais différents ressorts parlementaires, à faire voter la nécessité pour le Parlement de se prononcer de manière significative, c'est-à-dire que son vote ait un impact sur le projet d'accord qui lui serait soumis. C'est ça le meaningful vote. Et ce meaningful vote est perdu.
Il est perdu et il y a ensuite tout un tas de réunions successives au Parlement, enfin de séances plénières au Parlement, notamment avec le vote d'un amendement pour que le fameux backstop irlandais qui pose le plus gros problème, parce que j'ai été vite sur les slides, mais en 2017, Theresa May a provoqué des élections générales dans le plus mauvais timing qui lui ont fait perdre sa majorité à la Chambre. Elle n'a la majorité à la Chambre que par une coalition partielle gouvernementale, enfin parlementaire plus exactement, avec un autre parti extrémiste qui est le DUP, un parti nord-irlandais qui n'a que 10 membres, mais qui fait la pluie et le beau temps dans la politique de Theresa May au regard de l'Irlande, parce que ce n'est que grâce à ses voix qu'elle peut avoir théoriquement la majorité au Parlement, mais qu'elle n'a plus vraiment puisque la discipline de vote a complètement explosé en vol. Donc, il y a le vote d'un amendement pour trouver des arrangements alternatifs au backstop irlandais. Lequel backstop irlandais est une espèce, ça a été appelé le filet de sécurité, pour permettre de ne pas rebâtir une frontière entre les deux Irlandes, c'est-à-dire entre un futur État tiers et un État membre de l'Union européenne, que restera la République d'Irlande. Là aussi, particularité du Royaume-Uni et laboratoire d'une nature un peu particulière, parce qu'on n'aurait pas ça dans la plupart des États membres de l'Union européenne. C'est la conjonction de la dévolution, de la situation géographique de l'Irlande, de l'élection générale catastrophique et ratée de 2017, fait que les Britanniques étaient pris dans une nasse, et en particulier le Premier ministre, dans cette affaire. Différents débats suivent avec différentes... je vous ai mis ça un peu pour nous détendre un peu parce que c'est fatigant le Brexit. Voilà, c'est-à-dire qu'on revient toujours à la même chose finalement, aux mêmes discussions. Ce qui fait que quand vous écoutez les débats à la Chambre, au bout d'un moment, vous vous dites « mais pourquoi je continue à écouter ça ?» Parce que finalement, c'est un espèce de quelque chose qui est très circulaire. Les discussions à la fois sur la possibilité de renégocier qui n'existe pas, le backstop irlandais qui pose toujours la même problématique pour l'Irlande et qui ne peut pas changer, parce que ce qui est normal, c'est qu'une fois qu'un pays sort, on remette la frontière. Ça, du point de vue du droit de l'Union, il n'y a rien de plus simple, un enfant de 10 ans le comprend. Simplement, on a ce Good Friday Agreement, cette situation particulière du territoire irlandais, etc., qui fait qu'on ne peut pas en sortir. Il n'y a pas de solution, en fait. Donc, rien ne change. Le document couvre beaucoup de choses. Je pense que ça, vous êtes à peu près au point là-dessus. Je vais vite passer. Vous pourrez brièvement revenir sur ce pourquoi le Royaume-Uni s'oppose concrètement. Parce que le Royaume-Uni a peur que dans le système qui a été créé donc, pour cette frontière sur le territoire d'Irlande, alors à la fois dans l'accord lui-même de retrait, qui est un accord qui fait 500 pages, bon, c'est écrit gros, hein, mais, parce que M. Barnier brandit ce traité, comme il l'appelle régulièrement devant les médias, mais voilà, vous pourrez faire 200 pages. Il y a aussi des éléments annexes, notamment le protocole qui concerne l'Irlande du Nord et la déclaration politique qui n'est pas contraignante, qui donne aussi un certain nombre d'assurances et qui fait une vingtaine de pages. Le problème est que le fait d'avoir fait rentrer dans le cadre de ce système l'Irlande dans un arrangement douanier particulier pose plusieurs types de problèmes pour les Britanniques. Il y a ceux qui, comme le DUP, veulent qu'il n'y ait aucune différence sur l'intégralité du royaume. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des règles distinctes qui s'appliquent à l'Irlande du Nord par rapport au Pays de Galles, par rapport à l'Angleterre et par rapport à l'Écosse. Et il y a les exigences qui sont que, au regard du Good Friday Agreement, pour lequel l'Union européenne avait d'ailleurs beaucoup fait, elle était beaucoup intervenue dans la négociation de l'accord sur le Vendredi Saint. Elle avait mis beaucoup d'argent aussi pour arrêter les violences à la frontière. Il y a aussi le fait que l'Union européenne veut essayer de garder la sécurité sur cette frontière. Et donc, essaye de préserver dans la mesure du possible cet arrangement particulier douanier, qui est une quand même énorme dérogation aux règles du droit de l'Union européenne, contrairement à ce que disent d'ailleurs les négociateurs européens dans le fil de leurs négociations, on peut le comprendre, mais contrairement à ce qu'ils disent.
Et un système qui fait une espèce d'effet cliquet qui fait qu'on ne pourrait pas mettre fin au backstop si on ne trouvait pas un arrangement alternatif. Sauf qu'il n'y a pas d'arrangement alternatif. La vérité, c'est qu'on ne peut pas trouver autre chose que ce qui a été trouvé. Soit on met la frontière, soit on a ce système-là. Mais les histoires de surveillance par drone, etc., ça ne suffit pas. Du point de vue, alors là vous avez une spécialiste à la table, je n'oserais pas me prononcer sur ces questions-là, mais de sécurité des produits, de sécurité alimentaire, il y a des choses sur les agréments, sur les autorisations, alors bien sûr on s'est mis déjà d'accord sur un certain nombre de choses qui anticipent avec l'accord sur les relations futures. D'ailleurs ça c'est une autre question qui pourrait être agréablement discutée, la conjonction à faire entre l'accord de retrait, l'accord sur les relations futures que l'Union européenne a voulu complètement distinguer, ce qui à mon avis est une erreur de la part de l'Union européenne. Et ça c'est justement une discussion qu'on pourrait avoir dans la refondation de l'article 50 éventuel. Mais toutes ces questions-là ne peuvent pas être résolues en réalité. Donc ce dont ont peur les Britanniques, parce que notamment les hard Brexiteurs, Boris Johnson c'est une chose, mais il y en a qui sont un peu plus intelligents et qui ont très bien compris tout ce qui pourrait continuer à lier le Royaume-Uni à l'Union européenne, et dans la position dogmatique de vouloir couper les ponts, ils n'acceptent pas le fait que le backstop puisse durer potentiellement indéfiniment. Et surtout, que le Royaume-Uni ne puisse pas décider seul de s'en retirer sans l'accord de l'Union européenne. Alors, quelques assurances ont été données, mais qui ne prévoient rien de véritablement de nouveau le 11 janvier, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire la veille au soir, c'est là où Theresa May a attrapé froid et n'a plus eu de voix le lendemain à la Chambre des communes. Donc la veille du second meaningful vote, qu'elle a perdu aussi, où il y a quelques assurances qui ont été données par l'Union européenne avec Juncker pour dire qu'il y aurait une espèce d'arbitrage possible. Alors il y a un système d'arbitrage qui a été créé dans le cadre de l'accord pour qu'on ne piège pas le Royaume-Uni indéfiniment. Mais ce sont des mots, hein. En réalité on ne peut pas tellement faire autrement. Alors les mois cruciaux, ce sont les mois qui viennent de s'écouler. Donc la défaite historique le 15 janvier. Le vote de l'amendement le fin janvier, le 14 février, le débat sur la motion sur le retrait du Royaume-Uni le 14 février, et on en était là sur ce qui se passe ensuite. Donc cette semaine, négociation de la dernière chance le 11 mars avec la rencontre entre Juncker et May et la discussion dont je vous parlais il y a quelques secondes, où on ajoute en fait je vous les ai mis les intitulés, parce qu'on ajoute 3 documents aux 2 documents existants que sont l'accord sur le retrait et la déclaration politique, à l'approbation de la Chambre au vote du 12 mars. C'est-à-dire l'acte appelé relatif à l'accord de retrait, où il y a quelques pages, essayons de donner quelques assurances, mais des choses qu'on savait en réalité déjà. Mais pourquoi, à votre avis, il y a tout cela ? Je ne sais pas si vous le savez, parce que la question va se reposer. Parce que là, on parle maintenant, la semaine prochaine, d'un 3e vote, hein, après le 2e vote. Est-ce que vous le savez, vous qui êtes mon discutant ? Alors, est-ce que vous pouvez le dire ? Non, la raison... La raison pour laquelle il y a tous ces actes. La raison est à la fois politique, que Theresa May n'arrive pas les mains vides lors du débat du 12 mars et du vote du 12 mars, avec finalement elle n'a rien obtenu de plus. Donc artificiellement, elle arrive avec des documents supplémentaires qui disent des choses qu'on sait déjà, mais elle arrive avec des documents supplémentaires. C'est très très important du point de vue du droit constitutionnel britannique. Ça n'a pas été discuté explicitement, mais implicitement c'était important, et la question va se reposer pour la semaine prochaine. Parce que normalement, dans le cadre de la procédure parlementaire britannique, on ne peut pas, lors de la même session parlementaire, discuter d'un texte dans les mêmes termes qui a été rejeté. Si bien que si Theresa May arrivait avec le même accord et la même déclaration de politique que le 15 janvier,
il aurait pu y avoir une opposition de la part d'un groupe de parlementaires ou de la part du fameux speaker, que vous avez peut-être vu dans les médias avec ces fameux « order », et qui aurait pu s'opposer à la présentation du texte. La question n'a pas été discutée pour le 12 mars, mais là, elle commence à l'être, enfin, elle l'a été depuis hier, pour le vote de la semaine prochaine. Madame May propose un 3e meaningful vote qui conditionne la demande d'extension de la période des négociations, qui est voulue par les parlementaires, puisque les parlementaires ont refusé le 13 mars, j'anticipe un peu, mais le 13 mars, un no deal. Donc il faut étendre la période des négociations. Mais Madame May, dans sa motion gouvernementale qui a été acceptée hier, je vais y revenir, le soumet à l'approbation de son accord. Là, on commence à devenir un petit peu fou. Simplement, l'accord, il n'a pas changé. Et on a toujours cette règle parlementaire. Et là, certains députés se sont élevés en sortant un vieux traité que moi j'avais utilisé pendant ma thèse d'Erskine May. Le nom est un hasard, hein, conjonction de ces patronymes, et qui indique bien sur le plan des statutes qu'on ne peut pas présenter un même texte. Alors on ne sait pas. Là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer au regard de cette particularité. Est-ce que les parlementaires ont la possibilité, ils l'ont, de voter en faveur du fait qu'ils acceptent dans un autre vote de se prononcer à nouveau sur un même texte? Donc ils peuvent adopter un statement, disant, une motion disant qu'ils acceptent de revoter sur un texte qui était dans les mêmes termes sur lesquels ils ont déjà voté. Et donc potentiellement sur lesquels, là, ils vont voter positivement, alors qu'ils l'ont rejeté massivement. Donc la question va se reposer pour la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que je vous ai précisé les 3 actes, parce que là, du coup, ça ne posait pas de problème du point de vue du droit parlementaire britannique. 12 mars, donc le 2e meaningful vote est perdu, rejet 242 voix pour, 391 voix contre. Et avant-hier, le vote des amendements. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la procédure parlementaire britannique. Il y a une motion du gouvernement qui est indiquée généralement la veille ou le matin même. Sur cette motion, des amendements peuvent être proposés par les parlementaires qui vont modifier la motion du gouvernement. C'est pour ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'auriez éventuellement pas compris dans les événements de cette semaine, c'est pour ça qu'à la Chambre, on vote d'abord sur les amendements avant de voter sur la motion du gouvernement. Parce que si un amendement est retenu, il vient modifier la motion du gouvernement. Et ensuite, on se prononce sur la motion gouvernementale modifiée. Donc c'est pour ça qu'on vote d'abord sur les amendements, et le speaker de la Chambre a le pouvoir de décider parmi tous les amendements qui sont déposés, lesquels vont être présentés devant la Chambre. Il peut en choisir 40 s'il y en a 40, ce qui concrètement est un peu compliqué. Il peut en choisir 2, il peut ne pas en choisir, éventuellement. C'est lui qui, alors dans une petite formation interne, on ne sait pas comment ça se passe, a la possibilité de choisir, dans les termes les plus neutres possibles. C'est-à-dire qu'implicitement, il doit essayer de faire présenter à la Chambre des amendements de nature différente sur le plan politique, qui proposent des choses diverses et qui représentent l'échiquier politique présent dans la Chambre, sachant qu'on a quand même un système de bipartisme qui est évidemment très très présent. Donc il a choisi plusieurs amendements. Parmi les amendements qui étaient proposés, l'amendement notamment de Mesdames Spellman et Cooper pour que le Royaume-Uni ne quitte l'Union européenne en aucun cas sans accord, et qui a été adopté à ce qu'on appelle 4 voix de majorité, on parle comme ça en droit parlementaire britannique, c'est-à-dire par 312 voix contre 308, et qui a permis donc d'amender la motion du gouvernement, donc prononçant la volonté de la Chambre qu'il n'y ait en tout état de cause pas de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Ça, c'est ce qui est voté le 13 mars. Entre parenthèses, l'amendement Green a été rejeté de manière écrasante, seulement 164 voix pour. L'amendement Green, c'est aussi, on appelle ça le Malthouse Compromise, c'est les fameux ERG, les extrémistes conservateurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui font beaucoup de bruit, mais finalement qui sont très peu suivis dans les propositions qu'ils font devant la Chambre. Donc là, ils se sont fait bien... bon, ça c'était un petit schéma pour vous montrer comment c'est simple. Et hier,
Hier, le speaker a retenu 5 amendements. Et alors là, de manière très surprenante, tous les amendements ont été rejetés. Alors parfois, à 2 voix près, comme je vous le mets avec un point d'interrogation, j'ai fait ça dans le train quand je rejoignais Aix en suivant les débats parlementaires dans le train, notamment l'amendement de Madame Cooper, Grieve et de tous les... une coalition de députés très pro-Remain, qui voulait que le Parlement reprenne le contrôle à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de la date qu'envisageait Madame May pour représenter l'accord qui a déjà été présenté, c'est-à-dire aussi la veille du Conseil européen, 21 et 22 mars. Et leur amendement a été rejeté à 2 voix. C'est-à-dire que si cet amendement avait été adopté, il aurait permis au Parlement de reprendre le contrôle et de proposer des solutions alternatives qui auraient pu être discutées et votées dans la Chambre. Ça a été rejeté. Tout comme un second référendum, tout comme la proposition très large de Corbyn, le chef du Parti travailliste, de se donner du temps pour une approche différente. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Le Parti conservateur, le Parti travailliste fait n'importe quoi. Ils se sont abstenus aussi pour le vote de l'amendement sur le second référendum. Alors on peut tout à fait contester, je comprends tout à fait les arguments contre un second référendum, mais dans le manifesto du Parti travailliste, il y a la possibilité d'organiser un second référendum. Donc ça ne va pas du tout du point de vue du Parti travailliste. Et donc tous les amendements ont été éjectés. Et la motion du gouvernement a été adoptée de manière écrasante. Donc là, Madame May a eu une bonne soirée, il n'y en a pas beaucoup dans sa vie depuis 2 ans, qui n'est qu'un sursis, avec 210 voix de majorité pour sa motion qui dit, alors attention, parce que contrairement à ce qui a été dit là, de manière un peu rapide dans les médias hier soir, qui dit, parce que tous les médias ont titré « Extension des négociations ». Attention, attention, extension des négociations soumise à l'approbation de l'accord par la Chambre. Et alors, a priori, c'est mercredi prochain qui est envisagé, mardi ou mercredi, on ne sait pas trop encore, sauf s'il y a eu des choses là tout à fait nouvelles dans les dernières minutes ou les dernières heures, là, mais veille du Conseil européen. C'est-à-dire, il faudrait que l'accord soit adopté mercredi pour que Mme May demande une prolongation des négociations pour que le Conseil européen puisse se prononcer jeudi ou vendredi. Tout cela n'est pas certain. Il n'est pas certain que le Conseil européen accepte. Il faut qu'il y ait l'unanimité des 27 États membres. Prolonger pour que l'accord soit entériné, on a la quasi-certitude que les 27 États membres de l'Union européenne accepteront. Alors, je vous ai mis ça ensuite. C'est un peu décousu, mais je vous ai mis ça après. Il est assez évident que même si on prolonge les négociations, l'Europe ne reviendra plus sur les textes. Ils l'ont même affirmé. Donc on va continuer de tourner en rond au niveau constitutionnel. Alors, oui et non. Ça dépend ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est-à-dire si l'accord de retrait est adopté par la Chambre, contrairement à ces 2 votes précédents. Là, le processus du Brexit se met en place. La question de l'extension des négociations n'est qu'une question technique pour faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire adopter l'acte qui permet l'entérinement en droit interne de l'accord de retrait et procéder à tous les petits arrangements nécessaires législatifs et sur le plan également réglementaire, avoir le Royal Assent aussi sur la loi. Voilà, les délais incompressibles. Donc là, une période d'extension qui ne pose pas vraiment de problème. Le problème, c'est si l'accord est rejeté, ce qui n'est pas impossible. Alors, le fameux ERG, mes petits extrémistes, là, ERG et DUP, aurait dit hier qu'il se prononcerait pour l'accord cette fois. Parce qu'ils se disent que s'ils ne se prononcent pas pour l'accord, il pourrait y avoir une demande, parce que Mme May a dit qu'elle finirait par le faire, quand bien même elle a toujours dit qu'elle ne le ferait jamais, mais le nombre de choses qu'elle a dit qu'elle ne ferait jamais et qu'elle a faites, elle demanderait une période plus longue d'extension des négociations, parce que le Parlement britannique a voté pour le no deal. Donc pour respecter le vote
a voté pour l'absence de no deal. Pour respecter ce vote, elle demanderait une période d'extension large. Pour éviter cela, l'ERG et le DUP se prononceraient pour l'accord, mais ça ne suffit pas non plus par rapport à l'écart de voix qu'il y a au précédent scrutin. Donc il faudrait qu'il y ait des conservateurs rebelles par rapport à la consigne de vote du Parti conservateur qui se prononce en faveur, et éventuellement quelques travaillistes qui les rejoignent. Donc il n'y a rien d'acquis sur le vote de la semaine prochaine, le troisième vote. Encore faut-il aussi que cet accord soit accepté dans les mêmes termes du point de vue du droit parlementaire britannique. On accepte de se reprononcer sur ce texte. S'il y a une période plus large, c'est-à-dire au-delà du 30 juin. Pourquoi le 30 juin? Parce que du 23 au 26 mai, vous savez que vous allez voter pour les élections au Parlement européen, enfin pour nous le 23 je crois, mais selon l'État membre de l'Union européenne c'est du 23 au 26. Que fait-on du point de vue des élections européennes? La question est prévue dans l'acte de 2018 qui prévoit l'organisation du scrutin de 2019 pour les élections européennes, le cas où le Royaume-Uni soit encore membre de l'Union européenne. Ça a été prévu dans l'acte de 2018 qui dit dans ce cas-là, on fait comme avant, c'est-à-dire on va faire un vote pour les députés de la même manière et avec le même nombre de députés que dans le mandat actuel. Ce qui veut dire qu'on revient sur la répartition des 73 sièges britanniques sur les 27 autres États membres, enfin une partie des 73 sièges sur les 27 États membres. Mais ce n'est pas la seule question qui se pose. S'il y a une extension courte des négociations, il a été admis par le service juridique du Conseil qu'on puisse accorder cette extension jusqu'à l'entrée en fonction des parlementaires, ce qui permettrait de ne pas organiser d'élections au Parlement européen au Royaume-Uni. Si on va au-delà du 30 juin, disons après le 2 juillet, je crois, ou 1er juillet, je ne sais plus, c'est l'entrée en fonction des nouveaux parlementaires européens, là, logiquement, il faut une élection. Mais si en réalité on n'a besoin encore que de quelques mois et pas d'années de négociations supplémentaires, est-ce qu'il faut organiser cette élection? Parce que ça va encore une fois tout remettre en cause, ça va remettre en cause le nouveau nombre de députés européens qui a été prévu. Ça veut dire que ces parlementaires britanniques vont devoir ressortir ensuite. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été envisagées, encore plus depuis hier, avec des tweets assez curieux de l'avocat général à la Cour de justice de l'Union, Charlson. Ça m'a un peu surprise, à vrai dire, quand j'ai lu son tweet qu'un avocat général se permette de faire un long thread de 35 tweets disant voilà ce qui se passe au regard des votes à la Chambre des communes et voilà ce qui peut se passer et au regard des parlementaires, voilà ce qu'on pourrait faire, avec des propositions d'ailleurs qui ne sont pas vraiment dans les clous totalement du traité. Elle propose notamment qu'on puisse envisager d'envoyer des parlementaires britanniques au Parlement européen comme dans l'ancien système avant le suffrage universel direct, ce qui est contradictoire avec l'article 14 du traité. Enfin, il y a différentes options envisageables. De maintenir les députés actuels. Enfin, voilà, il y a tout un tas de propositions qui sont faites. Je vous en ai mis un certain nombre par ici quelque part. Oui, enfin, c'est assez étrange tout court, enfin, qu'un avocat général prenne l'initiative de faire ce type de proposition. Enfin, je trouve qu'elle n'est pas tout à fait dans son rôle. Le thread est très intéressant et très synthétique, mais est-ce que c'est le rôle d'un avocat général? Je ne suis pas sûre, mais pourquoi pas. Voilà, enfin, je vois qu'on arrive 14h, oui. Donc vous n'avez pas beaucoup parlé pour l'instant. Donc je laisse la dernière diapositive. C'est si le Royaume-Uni part et que finalement il regrette, il peut revenir dans l'Union, mais il recommence au départ. Et c'est le dernier paragraphe de l'article 50 qui le dit. Mais on peut revenir peut-être pendant quelques minutes à peine, à des éléments précédents, parce qu'il y a encore plein de choses que j'aurais voulu vous dire, mais que vous n'auriez pas compris. Et encore une fois, je tenais, au nom de tout le Centre d'Excellence Jean Monnet, à te remercier très très sincèrement pour cette passionnante conférence. Merci.